Bonjour, il est 7 h du matin. C'est Thé ou Café, une nouvelle émission que nous vous proposons sur France 2 chaque samedi et chaque dimanche. Nous passerons 3/4 d'heure ensemble. Nous prendrons le petit déjeuner ensemble, si vous le voulez bien, avec un invité qui sera à mes côtés. Ce sera un homme politique aujourd'hui, mais aussi les autres semaines, nous aurons des écrivains, des chanteurs aussi, des artistes qui seront là pour parler essentiellement de leur curiosité, de leur loisir, de ce qu'ils font pendant le week-end. On ne parlera pas du tout travail, ça je vous le promets. Alors pour cette première émission, j'ai choisi un homme politique très dangereux. Je pense que c'est d'ailleurs le plus dangereux de la classe politique française. Il s'agit d'un homme qui utilise une arme fatale, c'est le rire, l'humour, la réplique qui fait mal. André Santini, bonjour. Bonjour quand même. Vous êtes le député maire d'Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux, c'est une ville qui se trouve à la périphérie de Paris, qui est comme ça, on franchit la porte de Versailles. Et là, on se retrouve en fait dans une banlieue assez policée, assez riche maintenant, assez embourgeoisée, oui, comme son maire. Sympathique, oui. Hein, comme son maire. Alors c'est vrai que lorsque j'ai... Un peu enveloppé, vous voulez dire. Un peu enveloppé, oui. mais non, pas charnu, encore assez. Charnu. Oui. Quand nous avons, en fait, préparé cette émission, alors certains m'ont dit André Santini. Mais oui, André Santini, mais on le connaît, c'est un homme politique. Mais c'est le rigolo. Voilà. Et alors ça vous désole un peu? Bien sûr. La preuve, je suis pas au gouvernement. Oui, mais vous l'avez été. Oui, c'est vrai, oui, parce que ministre, c'est bien, mais ancien ministre, ça dure plus longtemps. Hein. C'est ce que vous dites, oui. Mais vous avez des formules comme ça, à l'emporte-pièce, un peu toutes faites, toutes préparées. Ça vous prend beaucoup de temps, le soir, la nuit Jamais, je dors très bien, très vite. Vous savez, la formule, ça vous vient quand les autres ne la trouvent pas. Et puis, parfois, on la rabote un peu pour la faire jolie. Quand Raymond Barre était à côté de moi, il s'endormait parfois et je le secouais pour qu'il ne sombre pas. Et dans les moments où il était très actif, il avait l'habitude de se tourner les pouces. Et j'ai dit, tiens, il commence en jogging. Alors, c'est resté après et il ne m'en a pas voulu, heureusement. Alors, pour éviter qu'on s'endorme, parce qu'au contraire, là, il faut qu'on soit tonique, c'est le début du week-end. Je vais vous demander, évidemment, poser une question qui va être rituelle désormais. Thé ou café le matin? Café, s'il vous plaît. C'est du café que vous prenez. Noir. C'est assez classique. Hein. Alors, vous savez, on dit toujours que les journalistes sont assez serviles. Hein. Oui, alors là, vous me servez la soupe. Voilà, exactement. Regardez ce beau café fumant. Est-ce que c'est un très beau service? C'est important pour vous, le petit déjeuner, ça a un rôle? Non. Non. Il y a deux petits déjeuners. Il y a les vrais, ceux qu'on prend chez soi. Alors, c'est rapide, c'est emballé, on écoute les radios qui succèdent, pas assez Antenne 2 sans doute. Ouais. Et puis, alors, il y a les faux petits déjeuners qui sont maintenant tragiquement à la mode. On nous réunit pour parler politique, pour parler médias. Ça dépend où ça se passe. Quand le lieu est sympathique, c'est au moins agréable. Et puis d'ordinaire, c'est comme les repas d'affaires ou les repas politiques, on déjeune mal et on parle encore plus mal. Donc j'ai horreur du mélange des genres. Le week-end a de l'importance pour vous? C'est un break réellement? Vous avez dit week-end? Ouais. Ça veut dire quoi, week-end? Bon, on peut imaginer qu'on s'arrête, on fait autre chose, on fait un break. Oui, mais non. Voilà, les politiques, c'est pourri, c'est fainéant, qui ne font rien. Enfin, vous l'avouez. Oui, je mets tout ça entre guillemets. Eh bien, ils n'ont pas de week-end, il faut le savoir. Et c'est tant mieux parce qu'on travaille tellement pendant le reste de la semaine que si d'un seul coup on avait un break, on risquerait l'hémorragie cérébrale. Alors un week-end comme aujourd'hui, premier week-end de février, ça démarre par quoi? Par des mariages? Alors, il y a des mariages, oui, j'en fais beaucoup quand les gens le souhaitent et c'est toujours très sympathique parce que je me renseigne un peu, je fais un petit discours sur mesure et puis on voit tout. Je peux raconter une histoire un peu leste dès 7 h du matin? Oui, assez rapidement parce qu'on va retrouver tout de suite l'info. Et je faisais il y a quelque temps des noces d'or, donc ils avaient tous les deux, les tourtereaux, 83, 84 ans, ils s'étaient mariés pendant la guerre. Votre génération. Une alerte, merci pour la génération. Et puis alors le monsieur, il était très grand, il avait un blazer rouge, c'est bizarre un blazer rouge. Alors on se met pour la photo, puis je dis à la dame à côté, elle petite en noir, qui s'habille comme Edith Piaf, vraiment votre époux, il est formidable, avec cette veste tonitruante, elle me dit, ah, monsieur le maire, il est beau comme une quéquette neuve. Tout le monde éclate de rire et j'entends le vieux monsieur qui laisse tomber monsieur le maire. Hein. Quelle mémoire. Alors vous voyez, les mariages, ça peut être aussi drôle. André Santini, on va se retrouver dans 10 minutes. Maintenant, on va prendre connaissance de l'actualité avec Bruno Roger Petit, suivi d'une météo. Et ensuite, on vous mettra à l'épreuve. À tout à l'heure.
C'est grand, André Santini, pourquoi vous faites de la pluie et le beau temps ici les Moulineaux? C'est vraiment pour faire parler encore de votre commune? Oui, toute commune a envie que l'on parle de son art de vivre, son microclimat. Et quand j'étais au ministère de la Communication, j'avais assisté à l'explosion de la phase météo du journal, qu'on a commencé par séparer du journal, que l'on a sponsorisé à part et que l'on mettait en valeur. Et j'ai découvert que le moment météo était le moment maximum d'audimat. Tout le monde regarde la météo. Il n'y a plus de clivage politique. On est en fin du repas. Alors peut-être qu'on la met aussi pour ne pas rater le film après. Mais vous êtes sensible, vous, au temps? Ah oui, oui. Ah, mais comme vous êtes en Corse, en plus. Bien sûr. Le soleil, la chaleur. Et puis alors c'est intéressant de se dire pourquoi je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui ou autre. Alors ça peut être le temps. Ça a de l'influence. Oui. Moi je crois aussi à l'astrologie. Donc je regarde toujours mon horoscope. C'est pas forcément parce que je me suis engueulé avec quelqu'un ou parce que je suis anxieux de telle autre chose. Je m'occupe des choses importantes, c'est-à-dire tout ce qui me dépasse, le temps, les astres, après les êtres. On va davantage vous connaître grâce à Bertrand Dinger. Bertrand eh bien, a travaillé beaucoup sur vous, sur votre personnage. Ça lui a pris un temps infini, parce que le personnage est très éclectique. Effectivement, effectivement. N'est-ce pas? Et donc il va brosser un portrait à sa façon. Écoutons-le. Alors André Santini, bonjour. Nous allons voir qu'avec vous, un passé simple peut succéder à un présent étonnant. Vous êtes né à Paris, dans le 14e arrondissement. Par erreur. Le 10 octobre 1940. Et 20 octobre. 20, le 10, 20 40. octobre. 20, 10, 40. Ça commence bien. Alors ça commence bien. 20 octobre 1940. C'est les RG qui vous ont donné ça. 20 octobre 1940. Ouais. Et il était midi. Il était Scorpion. Pour être précis. Et il est toujours. Oui. Non, Balance. Le 20, oui. Alors, le dernier jour de la Balance. Oui, c'est le 22 ou le 23. Oui, ça vous ressemble bien, Balance. Hein? Oui. Ouais. Vous avez grandi entre Bécon-les-Bruyères et Courbevoie, et c'est au gré de vos vacances scolaires que vous vous ressourciez en Corse, terre de vos racines. Alors, vos études furent sûrement brillantes, en tout cas dûment sanctionnées par un doctorat de droit. Mais si, dûment sanctionnées par un doctorat de droit, un diplôme des hautes études de sciences politiques, et plus exotique, un diplôme de japonais. Alors vous êtes un élu connu, reconnu, puisque distingué 2 fois par la Marianne d'Or en 89 et 94. Cette distinction est à un maire ce que le Goncourt est à un écrivain. Alors on va quelque peu contraster cette image de bête à concours en signalant un très honorable titre de chevalier de la confrérie des amateurs de fromage de tête. Tout à fait, avec Jacques Chirac d'ailleurs. Oui, d'ailleurs il y a plusieurs... Jean Carmet, oui. Ouais. Et ben, maintenant nous allons plonger dans votre quotidien. Vous êtes, comment dire, vous avez un langage très imagé. Pour le seul plaisir d'un bon mot... on s'en était pas rendu compte. Pour le seul plaisir d'un bon mot, vous pouvez aller très loin, voire trop loin. Bien sûr. Vous savez être d'une parfaite mauvaise foi et vous en riez. Vous restez toujours très pédagogue. C'est amusant ce petit... Vous avez remarqué? Vous restez toujours Il vient de sortir. Hein. Oui, je l'ai déniché. Je le dirai tout de même parce que je vais y arriver dans mon trouver. Je le dirai tout de même. Vous restez toujours très pédagogue. Continuez, M. Duracell, oui. Vous restez toujours très pédagogue, la preuve, lorsque vous engueulez quelqu'un, même copieusement, toujours pédagogue. Vous aimez le vin, la cuisine rustique ou sophistiquée. Non, mais... je ne vais pas oser préciser, mais enfin le vin, la cuisine rustique, ou sophistiquée, non, mais malgré quelques recommandations. Oui, écoutez, là, justement, j'ai des infos là-dessus. Il n'y a pas de bouquin encore, mais ça y est, Kubler a encore frappé là. Pas encore, mais on en parle un peu. Et justement, quelques recommandations médicales ne vous ont cependant pas, n'ont pas entamé votre passion pour les harengs pommes à l'huile. Je crois que c'est clair, tout le monde. Pour les harengs pommes à l'huile. C'est ce que vous préférez? Oui, avec des pommes chaudes, léger, quelques ronds de carottes. Et pourtant, vous comprenez pourquoi il s'endorme quand il est à l'Assemblée. Qui me trahit. Je ne peux pas en parler parce que justement, enfin bref, vous êtes très superstitieux, sensible aux symboles, et quotidiennement, vous dévorez tous les horoscopes qui vous tombent sous la main. Alors passons maintenant à ce que vous n'aimez pas, enfin ce que vous détestez la connerie et la suffisance, la couleur verte, le bricolage, au propre comme au figuré, là je prends des risques, et plus étonnant, le pastis. Pas tant à cause de l'eau que l'on y ajoute, puisqu'en tant que président de la Chambre syndicale des eaux d'Île-de-France, du syndicat des eaux d'Île-de-France, mais plus simplement parce que vous détestez l'anis. Oui, pour un corps, c'est une vraie catastrophe. En tout cas, ça peut surprendre, effectivement. Alors, nous l'aurons compris, vous êtes encore plus vrai que nature. Et si vous le permettez, à l'heure où le soleil se lève, faites-nous plaisir en associant votre passion pour Stendhal et pour le japonais. Alors, Stendhal et le japonais, une petite épreuve. Voilà un livre que nous avons trouvé dans une librairie. Oh là là. Je n'ai plus pratiqué depuis très longtemps. Il vous faut peut-être quelques lunettes. Une prothèse, dirons-nous. Eh oui, ça peut aider. Regardez cette chose-là.
Voilà. Non, oui, mais je ne C'est peux très plus, très bizarre, je n'est-ce ne pas? peux plus ce- pratiquer. Montrez-moi ça. Qu'est-ce que ça signifie tout Ah ça? oui, je ne pourrais plus, là. C'est vrai? Non, non, je préfère dire. Ah, Le Rouge et le Noir de Oui, Stendhal. bien sûr, bien C'est tout de sûr, même mais un ça, auteur. Je ne vais pas vous humilier que en vous répétant. aimez. Eh oui. C'est vrai. Non, non, mais là, Qu'est-ce que ça peut... Non, vous pouvez Non, pas je vous ne lancer. pratique plus assez, non, non. Ah oui, quel dommage. C'est Je dommage. dirais que c'est une édition un peu triviale quand même. Hein. Ce n'est pas très respecté. Il y a très peu d'idéogrammes, vous voyez, c'était assez bizarre. Bon, c'est un cadeau qu'on souhaitait vous faire. On aurait bien aimé Ah ben ça c'est un entendre, beau cadeau parce que je vais le garder longtemps. entendre celui-là. quelques mots de vous en Non, japonais. non, Qu'est-ce non, que ça bien donne? sûr, la librairie Junko, Hein? évidemment, rue des Ouais. Pyramides, c'est Bon. les meilleurs d'ailleurs. Bon, vous êtes sensible quand même à ce cadeau? Ah, c'est un très joli cadeau. Vous savez que je collectionne, ça il ne vous l'a pas dit, les netsuke, les boutons de mandarin. Alors c'est commode à trouver puis pour voyager. Et alors quand j'ai besoin d'un livre, je vais effectivement chez Junko et ils vous disent nous ne l'avons pas encore, ils ne l'ont jamais eu. Mais repassez ce soir et je ne sais pas comment ils finissent par avoir tous les livres. Ça ne m'étonne pas de vous, c'est un peu pervers quand même. Hein. On disait ensemble, et on ne l'a pas d'ailleurs dans le portrait, vous ne l'avez pas abordé, bon, grand amateur effectivement de cigares, ça on le sait, hein, André Santini. Bon, en ce moment, il y a une actualité qui est intéressante, on parle évidemment de la drogue dans le sport. Alors bon, j'avais tendance à vous demander si vous aviez déjà fumé un joint, si c'est quelque chose qui vous faisait sourire, tout ce cinéma autour de la drogue, du cannabis dans le sport, ou si vous considérez qu'il faut prendre ça au sérieux. Alors, ce qu'il faut savoir dans la drogue, c'est pourquoi les gens s'y adonnent. Tout ce qui est répressif ultérieur n'est qu'un pis-aller. Quand un jeune devient toxico, il est trop tard. Donc il vaut mieux, ça c'est le politique qui revient, investir en amont, lui redonner cet espoir, empêcher la dérive. Mais quand je vois aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes fumer un joint, comme ils disent autres. Moi, je n'ai jamais éprouvé ce besoin, donc je n'ai aucun mérite. Je ne suis pas en train de dire je suis formidable ou je pourrais être d'autant que vous président. fumez quand même le cigare Voilà. très Et régulièrement. le cigare de la Havane, le gros cigare vous fait un peu planer. N'ayons pas d'illusions, il attaque le cerveau, on le sait. Donc je ne vais pas critiquer ceux qui ont une autre forme d'expression. Par contre, ceux que je critique, c'est les ayatollahs. C'est tous ces gens qui nous emmerdent aujourd'hui, qui nous disent comment il ne faut pas fumer, il ne faut pas baiser, il ne faut pas boire. Ça devient terrible. On est entré dans une phase d'hygiénisme. Et moi, je lutte contre tous ces gens qui interfèrent dans la vie privée. Ce qui me fait rigoler, par exemple, c'est que certains juristes sont contre le tabac et pour la dépénalisation de la drogue. Il faudrait quand même qu'ils m'expliquent. N'est-ce pas? Parce que je les rencontre souvent dans les débats et je ne comprends toujours pas. Moi, au moins, je suis tolérant. Je ne vais pas critiquer ceux qui fument ou ceux qui boivent. Je ne suis pas sûr qu'ils aient raison, que j'ai raison. J'essaye de respecter les autres qui ne pratiquent pas ainsi, sans leur imposer mes goûts qui peuvent être gênants, parce que le cigare, il n'y a pas pire. Dans un restaurant ou ailleurs, on en fume tout le monde. Mais je n'accepte pas tous ceux qui interfèrent par ailleurs. Je pense qu'il faut faire confiance aux citoyens, développer son degré d'information, mais ne pas lui imposer des règles. D'ailleurs, ça ne sert à rien. On le voit bien. Il n'y a pas de publicité pour le cigare, par exemple. Jamais on a vendu autant de cigares. Parce que le cigare permet de fumer mieux en fumant moins. Et la loi Evin vous a un peu agacé? Oh là là, mais complètement. Je me suis battu avec M. Evin à l'Assemblée. Non, non, c'est ridicule. Ave Evin, ceux qui vont mourir te saluent. Ça devient ridicule. J'ai participé à des débats un peu partout. Je reçois à chaque fois, comme aujourd'hui, certainement des lettres de gens qui me disent vous êtes pour le tabac. Je ne suis pas pour le tabac, je suis pour la liberté et la responsabilité. Bon, c'est vrai que l'odeur de cigare, ça peut importuner quand même beaucoup. Donc Quand le cigare est j'imagine mauvais, surtout. que vous demandez tout de même l'autorisation sûr, à ceux qui vous bien entourent. sûr. C'est un minimum de courtoisie. Vous vous intéressez Là, à l'art je l'ai laissé contemporain? dehors. Oui, bah, heureusement d'ailleurs, parce que vous n'auriez pas eu le droit de rentrer dans ce studio. Moi, je suis intolérante. Troisième biennale d'art contemporain. Est-ce que vous vous intéressez un petit peu à l'art Assez, contemporain? oui, assez. Mais je ne suis pas Elle très... se déroule à Lyon, vous savez, chaque année, jusqu'au 18 février cette année. En fait, d'art contemporain, on n'y voit pas beaucoup de sculptures, on y voit encore moins des peintures, on y voit des téléviseurs. Et c'est ce qui a un petit peu agacé et mis de mauvaise humeur notre journaliste du service culture, Louis Carzo. Regardez plutôt. Sultan, couché, tu vois bien que je parle avec le monsieur. Oh. Je sais ce que vous allez me dire, qu'il est un peu tôt pour vous montrer les restes d'un entrepôt de chez Darty tombé aux mains d'une bande de potages des Beaux-Arts, pour vous faire découvrir les nouvelles salles de l'aéroport de Roissy. Mais vous n'y êtes pas du tout, nous sommes à la Biennale, la 3e Biennale d'art contemporain de Lyon.
Et il y a une tendance qui se dessine pour la sculpture, c'est plutôt coin carré, écran plat. Avec donc les coins carrés, l'écran plat, pour la peinture aussi d'ailleurs, pour les dessins et même pour le macramé. Au fond, je suis injuste, il n'y a pas que des télévisions à la Biennale. Pour les sponsors, la 3e Biennale d'art contemporain de Lyon a fait appel à la Fondation Électricité de France et à Samsung Electronics. Remarquez, on comprend que Carandache est renoncé quand on visite la Biennale. Télévision. C'est une jolie forme. Bien sûr, toutes ces télévisions peuvent laisser le visiteur perplexe. Mais ce qui ne laisse pas d'étonner, c'est le coût de cette 3e Biennale d'art contemporain de Lyon, 16 millions de francs. Ce qui représente exactement le budget annuel d'une ville comme Lyon pour son action culturelle. Ça fait réfléchir. Et voici maintenant la première question de notre concours. Ceci est une œuvre d'art thermique ou nucléaire? Appelez-nous vite. Il faut toujours lire les catalogues. Ce catalogue, il faut vraiment le lire, car il précise également que la Biennale se situe désormais entre Perlimpinpin et Pinocchio. En ce qui me concerne, je connais une petite souris et de grandes oreilles qui peut dormir tranquille dans son château du Val-de-Marne. Votre réaction, André Santini? Oh, très bien. Il a tout à fait raison. Ce genre d'art, entre Perlimpinpin et Pinocchio, il a raison. Lorsque j'étais au ministère de la Communication, j'avais inauguré avec Madame Mitterrand une exposition de je ne sais quel artiste brésilien. Il vous a marqué, hein? Oh là là, j'en suis encore bouleversifié. Il y avait donc une sorte de tente, on passait en dessous, et il y avait des aspirateurs traîneaux avec le flexible en l'air, en érection, qui soufflaient, et une balle de ping-pong tenait, évidemment, par ce phénomène physique. Alors il y avait 12 aspirateurs d'un côté, 12 de l'autre, et l'acte culturel consistait à traverser ce nouveau Grand Canyon. Elle était écroulée de rire, même la présidente, et moi aussi. Heureusement, il ne faisait pas très clair, mais vraiment, on a l'impression que l'on se moque de nous. Ça n'est pas ça, l'art contemporain. C'est vraiment, c'est de la provocation de bourgeois, ça. Alors, vous, de plus, on parlait de téléviseurs. Effectivement, dans cette exposition, il y a énormément de téléviseurs, mais vous êtes quand même un amateur de télévision, parce que vous utilisez le vidéophone très régulièrement. En fait, c'est pour le plaisir de vous voir en télévision, pour le plaisir de jouer les cabots, comme vous le faites souvent, ou c'est vraiment parce que c'est utile? Non, j'utilise beaucoup la visioconférence, et c'est vrai que j'ai un appareil de visiophonie sur mon bureau, mais il y a tellement peu d'abonnés qu'il vaut mieux que je regarde mes collaborateurs quand ils le veulent bien, parce qu'il y a quand même un cache sur la caméra. Alors, il raconte aussi, vos collaborateurs, qui sont nos complices, que bien souvent, vous déridiez un petit peu les réunions en imitant Colombo. Ah oui, Colombo, c'est extraordinaire. Ça commence à faire un peu vieillot maintenant, mais moi j'aime beaucoup sa façon. J'imite, mais surtout, je prends la méthode, vous voyez. Je dis, ah oui, j'ai compris, c'est comme ça qu'on va faire. Oui, on va dépenser 500 000 francs pour économiser du fioul. Mais c'est une très bonne idée, ça. J'en parlerai à ma femme, n'est-ce pas? Et c'est vraiment tout ça, c'est le bon sens, Colombo. C'est pour ça que ça plaît. Un autre bon sens qu'on va partager tous les samedis dans Thé ou Café, c'est celui de Jennifer K. Jennifer, bonjour. Bonjour. Bonjour, Jennifer. Jennifer est avec nous pour parler de livres. Oui. Elle aura désormais chaque semaine un coup de cœur pour un bouquin et puis un petit coup de griffe aussi, comme elle sait bien le faire, pour un autre bouquin. Et alors, cette fois, vous avez... alors là, j'ai choisi mon coup de cœur de la semaine, c'est le livre de Patrick Grinville, Le Lien, paru au Seuil. Alors, je sais que vous n'aimez pas d'ores et déjà, mais ça en sera encore plus agréable d'essayer de vous convaincre. Ah oui. Alors, Patrick Grinville, bien sûr, est très connu. Prix Goncourt en 1976 pour Les Flamboyants. Le Lien, très bon livre. Le Lien est son 14e roman. On peut citer, entre autres... Mais non. On peut citer, entre autres, L'Orgie, la neige, Colère, Le paradis des orages. Mais malgré cette production prolifique, il trouve encore le temps d'enseigner dans un lycée de banlieue, à Sartrouville, je crois. Et le personnage est assez fascinant, avec sa séduction désinvolte. Mais ses livres sont encore plus fascinants. C'est une écriture quand même très sensuelle, presque érotique, Le Lien. Oui, très sensuelle. C'est la littérature de gare, ça. On a tout dit de Grinville. On a de son écriture baroque, fiévreuse, colorée, de sa bombance de mots, comme s'il voulait s'enfourrer jusque-là. Mais on a trop insisté sur ce côté érotique et ses obsessions sensuelles, pour ne pas dire sexuelles, parce que
que ça masque une vraie qualité d'histoire, des histoires très construites et une intrigue passionnante. Alors, pas dans le lien, l'intrigue est nulle. Ah si ça vous tient en haleine, on s'en détache pas comme ça. Justement, le lien, je me disais que c'était peut-être le lien qui nous tenait, nous, lecteurs, pris au piège de ce livre. Alors pour moi, de toute façon, ouvrir un livre de Grinville, c'est vraiment ouvrir la boîte des sortilèges, c'est accepter l'envoûtement. La boîte de Pandore, tout juste. Accepter l'envoûtement. Mais justement, vous qui êtes sensible aux symboles, comme on le disait tout à l'heure, c'est rempli de symboles. Non, parce que le roman se passe dans le 13e arrondissement, avec la communauté chinoise. Tout ce qu'il écrit sur les Chinois, les entrelacs, etc., ça j'adore. Mais alors dès l'instant où il passe à ses fantasmes, car c'est du fantasme sexuel, n'est-ce pas? Dès qu'il voit une fille, elle est allongée devant lui, c'est formidable. Il la prend de côté, d'ailleurs, je ne sais pas comment il fait, il est acrobate, ce monsieur. Donc, non, il a bien mieux fait que ça. Non. Bon, vous avez assez bien résumé, très bien résumé l'histoire, mais je vais en dire un petit peu plus pour essayer de convaincre les téléspectateurs. Tout commence en fait par une rencontre accident de voiture. M, le personnage principal, renverse une femme dans la rue et la tue sous les yeux de sa fille Maa, une jeune chinoise au sang noir, qui pousse un cri énorme, un cri monstrueux, et hanté par ce cri, et pour se racheter, M va décider de faire d'elle une star de la chanson. Et, il va y parvenir. Voilà, il va essayer de mettre en scène ce cri. La scène d'amour devant le Bouddha, ça m'a beaucoup amusé, ça. Ah, c'est formidable. Bon. C'est le syncrétisme absolu. Exactement, le syncrétisme, il y a un messianisme, moi je trouve ça extraordinaire. Enfin, bon. Et justement, c'est parce que j'aime l'Extrême-Orient que j'ai été à peu près jusqu'au bout. Mais bon, donc ce livre, comme je disais tout à l'heure, crée une sorte de livre de pierre. Et il y a une référence très précise à Victor Hugo dans Ceci tuera cela, quand il écrit sur la pierre. Enfin, bon. Et la force de Grinville... Le plus intéressant dans ce livre, c'est Jennifer, je crois. Hein. Oui, ça, elle en parle vraiment très très bien. C'est le personnage qui nous manquait. Hein. Oui. Non. Mais la force de Grinville, c'est qu'il joue sur les figures du mythe et qu'il les réactualise. Alors, notamment dans le concert géant, où c'est une sorte de messe comme ça, de grand-messe, un peu sacrilège, enfin. Et tout ça sur fond de show business. Hein. Sous fond de show business, justement, c'est ce mythe, le mythe dans la modernité. Alors on se rend compte que même les rites les plus archaïques, les plus païens, trouvent un sens dans notre époque. Alors Grinville, comme vous le disiez tout à l'heure, renoue en effet avec la culture, les mythologies païennes, chrétiennes, bouddhistes, dans une sorte de bric-à-brac incroyablement maîtrisé et réussi. Ce qui est tout à fait l'inverse, à mon sens, du livre de Jean d'Ormesson. Ce sera là, c'est le coup de griffe cette fois. Bon, seriez-vous lu presque rien sur presque tout, bien sûr, ou l'inverse, je sais pas comment ça s'appelle. Il est venu chez moi faire une conférence. Il est formidable, il est éblouissant. C'est quelqu'un d'extrêmement doué. Éblouissant, en effet. Alors justement, j'ai été déçue parce que moi qui adore Jean d'Ormesson, là j'ai trouvé que c'était un peu une sorte de bric-à-brac. Une jolie fille comme vous qui est déçue par Jean d'Ormesson. Oh Jean, réveillez-vous là. Non, mais je suis quand même inconditionnelle. Mais malgré tout, je dois dire que là, franchement, j'ai été déçue et je trouvais que c'était presque rien plus que presque tout. Bon. Alors, saviez-vous, Jennifer Condré-Santini est aussi l'auteur d'un best-seller, Le régime fiscal des sociétés étrangères en droit comparé. On doit pouvoir faire une analyse formidable. J'en ai vendu quelques-uns. C'était simplement ma thèse. Oui, il y a plus que ça. Ça ne vous travaille pas, vous, d'écrire un roman ou un essai ou un document? Non, le dernier que j'ai sorti, c'était Mieux vaut en rire. Je voulais appeler ça Le Chauve-souris, et puis l'éditeur a préféré un autre titre. Oui, c'était des vacheries, c'était un collier de perles, n'est-ce pas? J'avais écrit un livre presque sérieux, c'est mon opinion et je la partage. Ça n'a pas été bien reçu. Tout le monde croyait rire en achetant. Alors c'est un peu dommage, je fais vraiment de plus en plus le bouffon. Point de vue de l'image, c'est regrettable. J'ai le droit de dire des choses sérieuses de temps en temps. Là, je vais peut-être faire quelque chose sur le politiquement correct. Mais c'est quelque chose de complètement dépassé déjà, non? Oh, ça va l'être. Quand j'aurai terminé, ce sera dépassé. Donc ce sera un bide, c'est ce que vous voulez dire. C'est ça. J'organise le naufrage. Nous parlions tout à l'heure d'Issy-les-Moulineaux, donc votre commune. On évoque en ce moment dans l'actualité la violence dans les collèges et les lycées. J'imagine que c'est un souci lorsque l'on est maire. Comment vous y veillez et est-ce que vous prenez des précautions et des mesures contre cela? Alors les collèges et lycées ne relèvent pas de la compétence des maires, donc
J'inaugurais récemment un collège avec le président Pasqua et tous les proviseurs et principaux des collèges et lycées alentours étaient présents. Et j'ai noté depuis quelque temps des conseils de discipline extrêmement fermes avec des exclusions, ce qui ne s'était pas produit depuis un certain temps. Je crois que là encore, il faut se mettre d'accord avec les enseignants, avec les élèves, sur les objectifs que l'on veut atteindre. Et puis ensuite, il faut faire respecter la loi. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont perdu les repères, ils dérivent, on ne sait pas, ils ne respectent personne. Ce n'est pas normal qu'un gamin de 13 ans, 14 ans insulte un enseignant, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment. Alors les maires doivent apporter un climat de sécurité. Les maires M-A-I-R-E-S. Oui, nous sommes les maires M-E-R-E-S aussi. On dit souvent qu'ils n'ont pas de père et pas de repère. Bon, eh bien, il faut que les maires interviennent. Donc, moi, j'appuie d'abord les enseignants. Je leur dis, mais nous sommes avec vous dans l'œuvre de fermeté, à condition que les règles aient été bien posées avant. Et puis, je convoque des parents et je leur dis, ce n'est pas normal. Je vais vous parler de quelque chose qui ne me concerne pas, mais qui vous concerne, vous, et qui concerne l'avenir de vos enfants. Il faut reprendre les affaires en main. Vous pensez qu'il y a une démission des parents? Ce n'est pas une démission, c'est souvent une submersion. Et c'est là que nous intervenons. Si le père est au chômage, quelle autorité voulez-vous qu'il ait à la maison? C'est pour ça qu'il faut à tout prix relancer la machine, que les gens retrouvent la dignité du travail. Un père chômeur de longue durée, s'il est maghrébin en particulier, n'a plus d'autorité sur sa famille. Et alors après, tout le monde part en petite délinquance, en petit trafic de drogue. Et c'est là que nous devons nous sentir concernés. On ne peut pas démissionner, nous non plus. Les maires restent aujourd'hui souvent les derniers pivots, les derniers raccommodeurs du tissu social, il faut le savoir. Et d'ailleurs, dans les mesures prises récemment par le Premier ministre, Jean-Claude Gaudin et Éric Raoult, on a revalorisé le rôle des maires, on a compris. Ce n'est pas en envoyant des préfets comme les dragons dans les campagnes au Chouane que l'on peut faire avancer les choses. Il faut au contraire des gens qui soient encore considérés et qui soient crédibles dans l'action. Et très présents dans le tissu social. Et puis qui mènent des actions transversales. Tout se tient. Au cours de cette émission, on va prendre l'habitude d'aller à l'étranger. On va voir comment ceux qui vivent ailleurs que chez nous passent le week-end. C'est assez important, effectivement, de s'ouvrir un peu sur le monde. Et aujourd'hui, on va aller à Pékin. Tout l'hiver, par des températures très basses, il y a des Chinois qui ne sont pas très jeunes, et pas tout jeunes, vous allez le voir sur ces images, qui chaque jour se baignent. Ouais. Ils font la gymnastique. Non, ils la font aussi. C'est pour ça que j'y vais pas. Et ils se baignent aussi, mais vous allez voir dans une eau excessivement glacée. Un reportage de Jérôme Bonny. Les Chinois n'ont droit à leurs 2 jours de week-end que depuis tout juste 1 an. L'hiver, ils se laissent glisser sur les lacs gelés des parcs. Certains Pékinois poussent même le vice jusqu'à passer sous le niveau de la glace. Ils sont 3600 membres dans le club des nageurs d'hiver de Pékin. Chaque après-midi, ils se font chuter la température. Alors, comment est l'eau, Monsieur Wang? Froide, très froide. Au début, c'est vraiment très froid. Mais après 20 secondes, on se sent mieux. Vous qui aimez le Japon, vous connaissez aussi la Chine? Alors la Chine, très peu. C'est une de mes grandes lacunes.
Bien sûr, je connais la région de Canton, Macao, à partir de Hong Kong. Et j'ai failli partir des dizaines de fois, d'autant que le consulat de Chine est sur ma commune d'Issy-Moulineaux. Mais je vais sans doute diriger une délégation de chefs d'entreprise d'Issy-Moulineaux pour des relations d'affaires sur la Chine. Alors je vais y aller, parce qu'il faut y aller assez longtemps. Ça ne vaut pas la peine d'y aller pour quelques jours. Vous êtes également, par les cigares, président donc, de l'association de l'amitié franco-cubaine. Oui. Mais est-ce que c'est pas un petit peu gênant lorsque l'on est secrétaire général du Parti social-démocrate? Force démocrate maintenant. Force démocrate aujourd'hui, c'est-à-dire que vous faites vos assemblées générales dans une cabine? Ah non, avec Force démocrate et François Bayrou, non, il faut des grandes cabines de 3000 personnes. Avant, oui. Avant, c'était... Vous étiez combien? 7 députés, 3 sénateurs, c'est pas ridicule. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes devenu un mouvement qui compte. Donc, bon, c'est vrai que donc, la Chine, vous connaissez moins bien. S'ils adhéraient tous à Force démocrate, oui, on serait une grande formation. Oui. Le Japon, mais pourquoi, on l'évoquait tout à l'heure au cours de ce portrait, pourquoi vous avez été attiré dans les années 50 par le Japon et vous avez fait Langzhou? Dans les années 58, quand même. Oui, allez. C'est effectivement une très bonne question et je n'y ai jamais répondu précisément parce qu'à l'époque, on ne savait même pas ce qu'était le Japon. On en était encore aux petites fleurs sur les aspirateurs, aux montres molles, enfin n'importe quoi, les copies, n'est-ce pas? Et un jour, j'avais été chercher un collègue japonais qui était professeur à l'université de Tokyo et qui était spécialiste de Napoléon. Alors le président m'a dit, il faut que tu ailles le chercher, il n'y a que toi qui puisse correspondre, Napoléon et le Japon. Et dans la voiture, je lui dis, mon cher collègue, il m'a dit, mais je vous connais, je sais qui vous êtes, parce qu'on n'est pas très nombreux. Il y a Gollnisch, par exemple, là, de Lyon, qui, lui, enseigne le japonais maintenant. Et il me dit, je vous connais un petit peu, et vous allez me demander quoi? Pourquoi je suis spécialiste de Napoléon? Je dis oui, parce que Napoléon, à ma connaissance, a été très peu au Japon. Enfin, je ne garde pas contre la 3e ou 4e coalition, il y a été. Il m'a dit, je vais vous poser une autre question, pourquoi vous avez-vous appris le japonais? Donc on nous dit ça, me revenu. Il m'a dit simplement, vous avez appris le japonais parce que vous êtes profondément insulaire. Et c'est vrai que j'aime toutes les îles. Et nous, par vos origines corses aussi. Oui, sans doute. Et quelqu'un qui naît dans une île, on sait d'où il est. Et le Japon, m'a-t-il dit, nous aimons beaucoup Napoléon parce que c'est l'homme qui est parti d'une île et qui a conquis le continent. Et il avouait ainsi, en termes freudiens, que le rêve japonais, qui a toujours été déguisé ou masqué, était de cette rencontre. Alors, vous voyez, j'en suis resté là, à cette explication qui n'en est pas une. On termine l'émission avec une suggestion. Notre invité nous apportera une suggestion pour le week-end. Puisque nous parlions d'îles, je pense que vous allez nous parler d'une balade dans une île qui est proche J'habite dans l'île Saint-Germain, je suis revenu là. Donc, effectivement, cette île Saint-Germain est très belle maintenant. Il y a 20 hectares de parc. La deuxième partie va être transformée en jardin imprévu. Ce sera un peu Giverny avec Monet, des jardins impressionnistes avec une flore de nos régions, des herbes à oiseaux et autres. Et il y a la tour aux figures du buffet, il y a un grand poney club avec des poneys tous alezans et très jolis. Et puis un peu plus loin, il y a la maison de la nature dans Boulogne, qui va venir d'ailleurs dans l'île à nouveau. Donc c'est tout près de Paris, c'est à 1 minute de Paris. C'est la première vraie île en sortant de Paris. Et il y a des milliers de gens qui vont s'y promener, on peut pique-niquer. Et je crois que c'est le moment de voir la nature en hiver. Je m'adresse à vous, à votre tour. Donc si vous pouvez nous signaler des activités, des suggestions pour le week-end, tous les samedis, tous les dimanches, on en fera part ici dans cette émission Thé ou Café. Il suffit pour ça d'appeler le 36 68 71 23. Vous nous laissez un message. Le message sera diffusé donc sur notre antenne chaque week-end, le samedi et le dimanche. Dès l'instant, bien sûr, c'est une activité un petit peu insolite, quelque chose d'un petit peu bizarre qu'on ne voit pas partout. Ça peut être une foire, ça peut être une fête, ça peut être une manifestation, comme il y en a énormément d'ailleurs tous les week-ends en France. Donc c'est un numéro utile, 36 68 71 23. On va se quitter. C'est un petit peu malheureux. Je vais vous apporter quelque chose qui va peut-être vous aider à passer un très bon week-end, parce que je sais que vous ne bricolez pas beaucoup. Alors on vous a offert quelque chose, regardez, c'est un petit Lego, c'est premier âge. Je pense que grâce à ça, vous allez pouvoir passer un week-end formidable. Vous allez nous construire des petites maisons. Oui, ça oui, je sais faire. Il n'y aura pas d'impôts, il n'y aura pas d'habitation sur... Non, regardez, des petites habitations. Aussi dégourdi que moi pour les monter. Vraiment
Vous êtes je suis un bâtisseur. Ouais, oui. Vous êtes un bâtisseur. On sait très bien quand on va ici les Moulineaux que vous bricolez. Regardez, vous bricolez pas fort. Voilà. La télé. Voilà, regardez-moi ça. C'est formidable. C'est pas mignon. Regardez, André Santini. Merci, mamie Catherine. Le petit bricoleur de service du samedi. Voilà. Non, mais on sait que vous savez pas faire grand-chose de vos 10 doigts. Oui, rien même. Hein, mais moi, je le reconnais. Voilà, merci à vous. Merci, Catherine. On se retrouve bien sûr dès demain. Demain pour Pierre Perret qui sera à mes côtés également. On parlera en particulier aussi de chien truffier. Ça va sentir très très bon dans ce studio de thé ou café. C'est tous les samedis, tous les dimanches matins à 7 h sur France 2. Bonne journée, à demain.